Voilà, alors pour finir, eh bien, bon, bah, à l'inconvénient donc de réduire la capacité d'emport de personnes à bord, en passant donc du multicoque au monocoque, eh bien, à cet inconvénient, eh bien, euh, euh, bah, le nombre de navires sera, pour retrouver la même capacité, le nombre de navires sera augmenté. Ce qui n'est pas gênant, puisqu'à la base, l'idée était de faire des navires sister ship. Déjà pour des raisons de coût, donc économiques, euh, par, par économie d'échelle, faire donc des navires euh, identiques à partir d'une tête de série, de faire donc des navires, de les dupliquer et ainsi de les rendre particulièrement économiques, tout en étant extrêmement de qualité. Euh, voilà, donc sur ce point-là, ça ne change pas grand-chose finalement au projet Godessarc. Donc, j'ai été très attaché au multicoque. Donc là-dessus, ça change, ça m'ennuie. Mais du point de vue pragmatique, ben, finalement, ça ne fait qu'optimiser le projet Godet-Sarc, et donc le projet est gagnant. Nous, tout ceci, voilà, nous sommes gagnants, voilà, pleinement gagnants. Voilà pourquoi j'opte pour l'option monocoque. Et ceci définitivement, puisque cette idée, quand même, en cette fin 2000 et début, oui, fin 2017, début 2018, cette idée m'avait effleuré l'esprit. Voilà. Mais là, j'avais déjà fait quelques vidéos à ce sujet, mais là, elle est revenue en force, et là, vraiment, ce coup-ci, de façon aussi éclair, aussi enfin, forte et soudaine, et donc définitivement. Voilà, mais ça n'est pas un hasard, puisque finalement, dans mon inconscient, j'ai dû la ruminer depuis le début de l'année. Voilà, vraiment l'inconscient, puisque ça n'est pas du tout l'impression que j'ai eue. Voilà, mais ça peut être que l'inconscient qui est travaillé pour qu'aujourd'hui, cette décision euh, euh, me vienne de façon aussi soudaine. Voilà, en ce 8 mai 2018. Voilà, donc, eh bien, l'avantage, voilà, c'est avant tout, c'est par pragmatisme, euh, donc c'est le fait vraiment d'optimiser le caractère donc exploratoire de ces navires, euh, qui ont vraiment, puisque avant tout c'est la première spécificité du projet Godessarc, hein, c'est-à-dire l'exploration, en général l'exploration maritime en particulier, donc qui implique une certaine limite en taille du navire et capacité d'emport, donc de passagers, enfin de équipage et passagers. Euh, voilà. Donc, oui, parce que euh, il était impératif d'avoir quand même un navire passe-partout. Voilà, à l'instar du petit voilier océanique de la première phase du projet Godessarc,
GA Pakicetus, eh bien, donc là, à la même échelle que la maquette en carton, donc au 1/400e, eh bien, euh, là, pour qu'il soit passe-partout, lui aussi, eh bien, j'ai opté donc de revenir à l'option dériveur intégral. Euh, puisque lors de la construction, j'étais passé à l'option quillard. Voilà. Mais pour qu'il soit vraiment un navire polyvalent, enfin un voilier polyvalent et passe-partout, eh bien j'avais intérêt à revenir donc à sa version dériveur intégral. Voilà. Donc finalement, pour les deux grands navires du projet Godessark, il se passe le même destin, la même histoire que le petit voilier océanique de la première phase. C'est-à-dire, au départ, j'étais vraiment sur l'idée du multicoque pour finalement être passé au monocoque. Euh, et, euh, et dans l'idée d'en faire donc tout ceci pour en faire vraiment des navires le plus passe-partout possible dans leur vocation de navire d'exploration. Voilà. Oui, parce que je me rappelle aussi lorsque j'étais adolescent, enfin préadolescent, hein, autour de 11-12 ans, eh bien, lorsque je faisais l'école buissonnière, étant donné que l'école scolaire, ça n'allait pas du tout, là c'était vraiment... bon, enfin, c'était devenu une impasse. Donc, durant 2 années, euh, après la sixième, eh bien, je me suis barré, donc non pas pour faire l'école buissonnière ou pour l'école de la rue, non, mais l'école du grand large. Voilà, qui m'avait permis de faire 2 grands tours, un peu l'Atlantique, mais surtout 2 grands tours de Méditerranée. Voilà. Donc durant ces 2 hivers, 2 années, donc sur des voiliers. Voilà. Et donc là, eh bien, ça m'avait permis de traverser l'un des canals, l'un- oui, l'un des canaux les plus célèbres, l'un des canaux les plus célèbres au monde, donc le fameux canal de Corinthe. Voilà, donc qui sépare du continent donc le Péloponnèse. Donc une presqu'île, donc on pourrait dire une île à cause en raison de ce canal. Donc, euh, donc de Grèce. Et donc presqu'île grecque. Et donc, ce fameux canal, eh bien, limite la taille des navires, puisque les navires de plus de 20 mètres ne peuvent pas, le large de plus de 20 mètres ne peuvent pas le franchir. Voilà, ce qui faisait que ce canal était grand, même encore courant, on pouvait dire que c'était un grand canal courant 19e, non, 20e siècle même, puisqu'il pouvait laisser passer ce qu'on appelait encore des cargos importants, long courrier, mais avec le gigantisme du XXIe siècle, eh bien, ce qui était hier de grands cargos sont devenus aujourd'hui des petits cargos. Donc, donc, le canal de Corinthe, par sa largeur limitée à une vingtaine de mètres, eh bien, ne permet pas de laisser passer ce qu'on appelle aujourd'hui les grands navires. Voilà. Euh, et euh, donc c'était
traverser le canal de Corinthe, c'est tout à fait mémorable. C'est comme traverser le canal de Panama. Bon, à une échelle moindre, mais enfin, euh, c'est tout de même mémorable et impressionnant. Et donc, ben voilà, dans sa version donc multicoque, eh bien ceci ne sera pas possible à cause de son immense largeur donc de 60 mètres, même 72 avec la passerelle, le rond de passerelle. Alors que là, avec sa vingtaine de mètres de largeur, eh bien, ça sera possible. Même de passer dans anciens canaux tels que Panama. Voilà. Donc, ceci offrira les possibilités d'aller quasiment partout. Voilà, malgré sa longueur quand même importante hein, de 180 mètres, ce qu'on peut quand même dire, quand même, on peut parler de grand navire avec une telle longueur, même aujourd'hui. Donc, bon, bien là, donc c'est tout ceci pour parler du canal de Panama, pas du Panama, le canal de Corinthe en Grèce. Euh, donc l'un de mes plus beaux souvenirs de, donc d'enfance, enfin d'adolescence. Euh, mais aussi de pouvoir atteindre, naviguer dans les fleuves, notamment le fleuve Océan, hein, le plus grand, plus puissant fleuve de la planète, l'Amazone, dont j'ai eu l'occasion de remonter quasiment jusqu'à la source, par deux fois. Donc la première fois sur un méga yacht long de 100 mètres, enfin plus précisément un petit paquebot de luxe, de croisière, donc avait permis de remonter le fleuve jusqu'à très très loin, donc l'Amazone, donc deux tiers du continent sud-américain jusqu'au Pérou, jusqu'à Iquitos, hein, l'une des principales villes du Pérou. Voilà, ce qui n'aurait pas été possible de faire avec ce qu'on appelle aujourd'hui un grand navire. Enfin, vraiment, on appellerait aujourd'hui un gros paquebot, hein, c'est-à-dire une taille de 200-300 mètres. Voilà, avec des largeurs de l'ordre de 30, 40, voire 60 mètres. Là, ce n'aurait pas été possible. Voilà, ça a été possible donc sur ce petit paquebot long de 100 mètres, ce qui en soi est déjà énorme. Voilà. La seconde fois, eh bien, c'était sur donc un 3-mâts goélette, long d'une trentaine de mètres, une quarantaine hors tout. Eh bien, ce vieux gréement, donc là, j'avais pu remonter donc le fleuve, donc non pas, enfin l'Amazone, mais non pas jusqu'à quasiment la source de l'Amazone, mais là, c'était la source de son autre embranchement, du fleuve appelé le Rio Negro, qui lui remonte jusqu'en Colombie. Voilà. Donc là, c'est pareil. J'étais remonté avec ce 3-mâts jusqu'à quasiment la source, mais là, qui nous rendait aux frontières, envoyé aux frontières de la Colombie. Par le Rio Negro. Voilà, ce sont de véritables explorations qu'on ne pourrait pas faire avec le gigantisme et donc l'encombrement par l'handicap
dû à ce gigantisme qu'on ne pourrait pas faire avec ce qu'on appelle les grands navires. En tout cas, les plus grands navires. Voilà, là, ça n'aurait pas été possible. Voilà. Et donc là, c'est la raison pour laquelle, eh bien, donc là, j'opte finalement pour le monocoque. C'est parce que lui, enfin, cette option permettra eh bien, de telles explorations, même dans les régions les plus reculées, telles que, enfin les plus reculées en tout cas par rapport à l'océan, telles que les grands fleuves, les fjords, les grands lacs, notamment donc les grands lacs d'Amérique du Nord. Voilà, ceci permettra donc la version monocoque permettra l'accès à ces régions-là, ce qui serait fort dommage de ne pas pouvoir faire donc dans l'option multicoque à cause de la trop grande largeur. Voilà. Donc là j'en ai assez dit sur ce grand changement. Voilà. Donc changement qui change vraiment beaucoup. Donc l'aspect du projet Godessarc. Évidemment, bien sûr, pas sur le fond, mais sur la forme. Voilà, qui change l'apparence du point de vue technique, l'architecture navale, l'apparence du projet Godessarc. Voilà, puisque, évidemment, voilà, puisque un multicoque n'a rien à voir avec un monocoque. Voilà, mais malgré tout, l'aire de famille restera, puisque la finalité du navire, donc le cahier des charges, la spécificité des navires reste la même, et le look, donc le look Drakkar, puisque ça fait partie de l'esprit, donc l'esprit viking, et l'esprit est en soi l'esprit du projet Godessarc, eh bien, donc, par ce caractère de navire amphidrome, donc à l'étrave inversée, eh bien, donne vraiment ce look de Drakkar viking. Voilà. Et donc ceci ne change absolument pas qu'il s'agisse de multicoque ou de monocoque. Voilà. Donc, alors ce qui est perdu, enfin cette ressemblance flagrante qui est atténuée par le fait de fragmenter le gréement, puisque les Drakkar Vikings n'avaient qu'un seul mât, avec une voile carrée, enfin une seule voile, très grande voile, mais une seule. Eh bien, donc là, le fait de diviser le gréement, là, de repasser à un gréement duplex, donc à 4 mâts égaux, eh bien, atténue donc cette ressemblance au Drakkar viking. Voilà. Donc là, comme là, en tant que monocoque, il était encore moins rendu possible et même carrément rédhibitoire l'idée de ne mettre qu'une seule voile, qu'un seul mât. Donc là, obligé, dans la version monocoque, de diviser le gréement. Voilà, donc on perd par le fait de, comme ça aurait été le cas pour le multicoque, avec ses 4 mâts, et bien là, pareil, en divisant le gréement, on perd cette ressemblance donc au Drakkar viking.
Mais cette ressemblance est récupérée, en contrepartie, elle est récupérée par le fait que, en tant que monocoque, eh bien, il rappelle davantage le drakkar viking, puisque les dracars vikings étaient des navires monocoques. Monocoques. Voilà. Bon ben voilà, j'en ai assez dit. Voilà, j'ai tout dit sur ce grand changement du projet Go des Sark. C'était le commandant Tolric. A plus!